Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin, tous les jours, à 12h30. Bonjour Maxime Gabory. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chargé de cours à Sciences Po, vous êtes membre du collectif Quantité Critique, qui est un collectif de chercheurs plutôt sur la question des mouvements sociaux. Vous venez de publier une étude qui a été diffusée hier dans l'Humanité sur le profil sociologique et la proximité politique des Gilets jaunes. Évidemment, on va y revenir, mais d'abord, j'ai envie d'en savoir davantage sur la méthode que vous avez utilisée, sur la méthode d'enquête. Comment vous avez réalisé l'enquête? Quel panel, finalement, de cette enquête? Alors, on a réalisé l'enquête de deux manières différentes. La première étape de l'enquête, ça a été une enquête quantitative. Donc, on a diffusé un questionnaire sur Facebook, sur un panel assez large de groupes de gilets jaunes qui représentaient des dizaines et parfois des centaines de milliers de gilets jaunes, et dans lequel on a fait passer ce questionnaire en leur proposant de répondre pour éclaircir un petit peu ce qui semblait assez flou sur la question de qui étaient ces gilets jaunes. Et on a complété cette enquête par une approche qualitative en se déplaçant sur les ronds-points dans différents départements pour en savoir un peu plus en discutant avec les gilets jaunes plus directement. Alors, est-ce qu'une tendance se dessine sur le profil type du gilet jaune? Est-ce qu'il y a d'ailleurs un gilet jaune typique? Alors, un gilet jaune typique, je ne sais pas si on peut dire ça, je ne crois pas. En revanche, on s'accorde avec l'ensemble des différentes enquêtes qui ont été réalisées, notamment celle de Bordeaux, sur l'idée que c'est vraiment les classes populaires qui se mobilisent à travers ce mouvement, des classes populaires, des chômeurs, des ouvriers, des salariés, qui sont majoritaires dans le mouvement, en tout cas surreprésentés par rapport à leur part dans la société, et qui n'étaient pas forcément présents à d'autres mobilisations jusqu'aujourd'hui. Est-ce qu'au-delà de la question des classes populaires, est-ce qu'il y a un autre dénominateur commun que vous auriez relevé dans cette enquête? Il y a un dénominateur commun sur la question du rapport au travail. Et c'est ça qui nous a tout de suite étonnés, c'est que plus de 70% des gens qu'on a questionnés par notre questionnaire nous disent qu'ils se sentent dévalorisés au travail, pas du tout reconnus ou peu reconnus, alors que seulement 5% des gens nous disent qu'ils sont tout à fait reconnus dans leur travail. Vous avez interrogé les motivations des Gilets jaunes, c'est ce qui les a conduits justement à se mobiliser, sans doute pour la plupart d'entre eux la première fois d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il en ressort dans cette enquête sur les motivations qui les a poussés à sortir de chez eux? Il y a de toute manière, dès le départ, cette question de la taxe carbone qui a fait effet d'un déclencheur, mais qui n'est absolument pas le point central aujourd'hui de la mobilisation. Quand on regarde, c'est une mobilisation qui finalement a monté en généralité au fur et à mesure des semaines, c'est-à-dire qu'au début, on s'axait principalement sur la question de la taxe carbone, puis sur la question du pouvoir d'achat en général avec la question de l'augmentation du SMIC et en contrepartie du rétablissement de l'ISF, pour finir aujourd'hui sur une question beaucoup plus large qui est la question de la décision politique en tant que telle avec la revendication du RIC. Il y a une chose qui est très intéressante dans l'étude, c'est que le patron n'apparaît pas comme un ennemi, il est même épargné. À qui en veulent les Gilets jaunes? Pourtant, c'est quand même le patron qui est censé être le premier interlocuteur pour l'augmentation des salaires. Eh ben, c'est justement ce qui nous a semblé absolument décisif dans cette mobilisation, c'est que à rebours de certaines mobilisations des dernières années, le patron, effectivement, n'apparaît pas comme un ennemi. Il est soit dans la manifestation, soit il n'est pas considéré comme en tout cas l'interlocuteur principal auquel on doit demander une augmentation. Et c'est finalement un phénomène qui s'explique probablement par plusieurs décennies de réformes néolibérales dans lesquelles l'ensemble des institutions qui permettaient d'être un frein à la logique du marché pur, c'est-à-dire les partis et surtout les syndicats qui permettaient une organisation collective face au patronat, aujourd'hui sont soit délégitimés aux yeux des Gilets jaunes, soit totalement inexistants parce qu'ils n'existent pas dans leur entreprise. Et du coup, ça crée un effet dans lequel l'interlocuteur principal pour ces revendications devient l'État en tant que tel, le pouvoir politique et non plus le pouvoir économique. Ça veut dire que dans les revendications principales, si c'est pas le patron, si c'est pas la chef d'entreprise, c'est une demande de plus d'État, de plus de services publics ou de plus d'intervention justement pour le pouvoir d'achat? C'est toute l'ambiguïté de ce mouvement et je crois que cette ambiguïté, on la retrouve au cœur d'une revendication principale qui est celle du pouvoir d'achat, qui, on l'a vu, peut servir à la fois les intérêts libéraux comme des intérêts beaucoup plus sociaux.
Macron, lorsqu'il fait son annonce des 100 € d'augmentation pour le SMIC, il utilise cette faille dans la revendication du pouvoir d'achat pour la faire passer comme quelque chose de libéral, c'est-à-dire quelque chose où l'employeur en tant que tel n'aurait pas à mettre la main à la poche, alors même que pour une grande partie du mouvement, et aujourd'hui celle qui continue à se mobiliser et qui n'a pas été convaincue par l'intervention d'Emmanuel Macron, c'est une question beaucoup plus large de redistribution des richesses qui est présente au sein de ce mouvement. On a beaucoup caricaturé le mouvement, tantôt violent, tantôt complotiste et surtout proche de l'extrême droite. Est-ce que votre enquête le vérifie ? Alors justement, sur la question de l'extrême droite, et on s'inscrit ici un tout petit peu en désaccord avec l'enquête qui a été diffusée dans Le Monde, menée par des chercheurs de Bordeaux, dans lequel ils définissent et ils décrivent la manif comme ayant une propension de gauche principale dans la manifestation, alors qu'il nous a semblé que la manifestation était beaucoup plus divisée sur cette question. Dans l'enquête, on arrive à identifier 3 pôles de force relativement identiques. Un pôle Marine Le Pen, un pôle Jean-Luc Mélenchon et un pôle abstention ou vote blanc lors des dernières élections présidentielles. Donc effectivement, il y a une forte mobilisation des sympathisants d'extrême droite, mais qui ne se traduisent pas dans les revendications aujourd'hui. On ne peut pas quand même balayer d'un revers de main le risque de l'extrême droite à travers, quand on regarde d'ailleurs ce qui s'est passé en Italie, Salvini est né d'un mouvement antifiscal, les Forconi avec l'alliance 5 étoiles puis de l'extrême droite, c'est eux qui dirigent aujourd'hui en Italie. Et quelle analyse vous faites justement de la place du Rassemblement national, ou en tout cas son rapport au mouvement des Gilets jaunes ? De la même manière qu'il y a un risque libéral dans ce mouvement, il y a effectivement un risque xénophobe qui est clair. C'est le risque que des revendications xénophobes prennent la place de revendications qui aujourd'hui sont plus sociales. Cependant, il y a quand même quelques éléments qui nous permettent de dire qu'aujourd'hui, ça n'est pas la direction que prend le mouvement, malgré les quelques tentatives, et notamment sur la question du pacte de Marrakech. Aujourd'hui, les représentants, et principalement les représentants locaux, pas seulement les représentants autoproclamés que l'on voit dans certains médias, se focalisent sur la question d'une forme de consensus autour des revendications et qui permettent d'éluder pour un certain temps les revendications xénophobes. Et puis, il y a une autre question qui est aussi la question de la manière dont les gens qui sont dans cette mobilisation se politisent à travers un affrontement avec les forces de l'ordre, ce qui crée pour l'extrême droite une sorte de contradiction entre la défense des forces de l'ordre qui sont pour son électorat centraux et la défense du mouvement des Gilets jaunes qui se politise contre ces mêmes forces de l'ordre. Comment expliquer du coup ce paradoxe entre ce que vous observez en termes de vote en 2017 des Gilets jaunes et justement les intentions de vote que l'on voit sur les européennes où a priori celui qui en sort le grand vainqueur c'est le Rassemblement national et pas la gauche. Effectivement, dans les intentions de vote qui sortent ces derniers temps, c'est le Rassemblement national qui arrive à capitaliser sur cette mobilisation. Mais ce qui ne fait pas du tout de cette mobilisation une mobilisation d'extrême droite, dans la mesure où dans nos entretiens, la question de la xénophobie n'est quasiment jamais ressortie. La question sociale et la question politique sont des questions beaucoup plus centrales. Et ça va être tout l'enjeu des prochains combats au sein même de ce mouvement. C'est pour faire que ce mouvement ne soit pas axé sur des thématiques xénophobes et faire tout simplement qu'il ressente son discours et qu'un discours social puisse apparaître mettant à jour les contradictions du Rassemblement national sur ce point. Justement, sur la suite de la mobilisation, c'est quoi les intentions des personnes que vous avez interrogées ? Alors, il y a une détermination totale qui rentre en contradiction avec le discours médiatique qu'on entend depuis maintenant plus d'une semaine sur la question d'un essoufflement. Ce qui est vrai dans ce mouvement, c'est qu'il y a un essoufflement de ce qu'on pourrait appeler la vitrine parisienne, c'est-à-dire ces manifestations reprises dans l'ensemble des médias et qui finalement n'intéressent plus les Gilets jaunes, déjà parce qu'ils ont un peu conscience du caractère beaucoup plus spectaculaire et de ces manifestations-là, et qui sont aussi un coût très important à quelques jours de Noël. Mais il y a une très forte intention dans nos entretiens de se recentrer sur la question locale
où les gens qui sont présents sur les ronds-points ne se démobilisent absolument pas et comptent tenir parfois jusqu'à l'été. Est-ce que vous avez repéré la même chose que ce que raconte Florence Aubenas? Est-ce que c'est devenu un rendez-vous incontournable qui fait le lien social? Il y a effectivement la question du lien social qui est absolument centrale dans cette mobilisation et dans cette forme qu'elle a pris d'occupation de l'espace public et d'occupation des ronds-points, dans la mesure où dans cette occupation-là, il y a un effort d'organisation au niveau local qui est assez exceptionnel. Quand on est allé discuter avec les Gilets jaunes, on a été surpris de l'infrastructure qui a été mise en place, du soutien des commerçants locaux qui viennent apporter le repas le midi. Il y a une vraie solidarité qui est en train de se créer et qui diverge totalement de ce qu'on peut en donner à voir dans les images des mobilisations parisiennes. J'ai une dernière question, Maxime Gabory. On a assez peu parlé de l'enjeu écologique. Est-ce que dans les préoccupations que vous avez pu recueillir, la conscience écologique fait partie, ou enfin, l'appropriation du thème de l'écologie, de la crise climatique, fait partie des choses qui ont émergé dans votre enquête? Notre parti pris, quand on a réalisé cette enquête, c'est que l'opposition qui était menée par le gouvernement entre des gilets jaunes qui seraient anti-lutte écologique parce que défavorables à la taxe, face à un gouvernement qui, lui, prendra à bras-le-corps cette question de la lutte écologique, nous semblait absolument factice et il fallait pouvoir le démontrer. Et effectivement, dans nos questions, on a abordé la question de la lutte écologique et on a montré que les gens qui étaient dans ces mobilisations étaient tout à fait favorables avec une conception écologique, mais qui n'est pas la conception néolibérale de l'individu qui, de la même manière qu'il doit négocier lui-même son salaire avec son patron, doit lui-même faire des efforts pour transformer le monde. C'est une lutte pour que ça soit les contraintes systémiques, les contraintes structurelles qui doivent être attaquées par le gouvernement sur la question, et ça passe par la revendication de la réouverture de petites lignes de chemin de fer, de l'interdiction des pesticides et d'un ensemble de mesures, la taxe pour le kérosène, qui finalement sont beaucoup plus structurelles, ne touchent pas que les populations les plus précaires et qui peuvent à terme remettre le pouvoir politique au cœur des enjeux et non plus simplement comme, entre guillemets, la simple manifestation d'intérêts économiques libéraux. Merci beaucoup Maxime Gabory. On peut retrouver l'étude sur l'humanité datée du 19 décembre. Autrement, on peut l'avoir sur un site? Pour l'instant, elle est simplement sur l'humanité. Et on verra dans le futur si on essaye de développer, au fur et à mesure que l'on va continuer nos entretiens, de nouveaux résultats sur cette enquête. Merci beaucoup. Merci à vous.